80 00 22 46 est désormais le numéro vert mis à la disposition des justiciables pour des besoins de conseils et d'orientation. Une initiative du ministère de la Justice en collaboration avec Mali Justice Project. Hakeo Kunafoni, c'est le nom du centre d'appel en question. Une question de santé publique également dans ce journal. Il s'agit de la consommation des boissons colorantes, surtout en ce mois de Ramadan. D'où proviennent-elles? Sont-elles certifiées? Nous en saurons dans cette édition. Du sport, il en sera aussi question dans ce 20h. Au compte des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali a hérité du groupe G aux côtés de la Gambie, du Congo et le Soudan du Sud. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. 80 00 22 46 est désormais le numéro vert mis à la disposition des justiciables pour des besoins de justice en termes de conseils et d'orientation. Ce centre d'appel juridique, dénommé en Bambara Hakeo Kunafoni, regroupe une trentaine d'opérateurs s'exprimant en français aussi bien que dans les langues nationales. Cette initiative est du ministère de la Justice en collaboration avec Mali Justice Project de l'USAID. Adama Djimde. Le recours à une juridiction appropriée est souvent méconnu par certains justiciables. La confusion des cours et tribunaux par les citoyens complique davantage les procédures judiciaires en la matière. Pour pallier cette situation, une structure dénommée Hakeo Kunafoni ou Centre d'appel juridique est créée par le gouvernement et son partenaire USAID à travers Mali Justice Project. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de transition du Mali partagent les mêmes valeurs de l'état de droit à travers une justice accessible, équitable et protectrice. Le centre d'appel juridique, qui est une initiative novatrice du ministre de la Justice, démontre que le gouvernement de transition veut donner accès aux Maliens, un accès égal à la justice et à toute la population malienne. Une trentaine d'opérateurs sont à l'écoute du numéro vert 80 00 22 46 pour orienter et conseiller les usagers. Hakeo Kunafoni donne des informations juridiques et judiciaires sur tout ce qui est question de droit, sur les démarches administratives, et puis les divorces et successions. S'il y a une décision de justice qui ne vous plaît pas, vous pouvez nous appeler, on va vous orienter vers un autre tribunal compétent. Le centre est à la disposition des justiciables de 8h à 20h pour une période initiale de 10 mois. L'objectif visé est de les conseiller sur toutes les questions liées à leurs droits et aux procédures judiciaires. Ce centre permettra à tous les usagers de la justice d'avoir un meilleur accès à la justice, d'être informés sur leurs droits et sur les démarches qui peuvent être menées sur le plan administratif et sur le plan judiciaire pour faire valoir leurs droits. Parce que la manière dont on saisit la justice est particulièrement importante pour déterminer la suite de la procédure et les chances de succès ou d'insuccès dans le cadre des actes que nous entreprenons. Si vous devez saisir le juge commercial et que vous allez saisir le juge de droit commun, il y a des problèmes. Donc cette orientation est très importante. Une telle initiative permet de rapprocher la justice des justiciables, du coup contribuer à la promotion des droits de l'homme. Quel avenir pour le centre du Mali? La question est au centre d'un atelier de validation de la stratégie de stabilisation du centre du Mali. Participent à cet atelier les représentants des populations des régions du centre, les élus et les responsables administratifs des régions concernées. Aloucédine Touré. Il s'agira pour les participants d'examiner et de valider le document de stratégie de stabilisation du centre, d'élaborer le plan d'action global et budgétisé, d'examiner et de valider le plan d'action de la stratégie. À l'étape actuelle, l'urgence impose l'élaboration d'un plan d'action aussi large que réaliste sur la base des programmes et réalisations en cours dans le centre. Depuis 2015, la crise sécuritaire a connu une évolution territoriale. C'est ainsi que les régions dites du centre ont connu une concentration de la violence. Mise en place en 2019, le cadre politique de gestion de la crise du centre travaille à la stabilisation de cette partie du pays. C'est lui qui, pendant 2 mois, a interrogé les cadres, les populations et les autorités de ces régions en vue de trouver une solution à la crise. La résolution 2584-2021
du Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2022 avec 2 priorités stratégiques qui sont 1. L'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et 2. L'amélioration continue de l'accompagnement aux autorités maliennes et aux populations locales pour la stabilisation des régions du centre. Vous comprenez dès lors toute l'importance que nous accordons à la réussite du présent atelier, dont les actes feront l'objet d'une adoption formelle par la prochaine réunion du cadre politique. Les 2 jours sont donc mis à profit pour examiner le dit rapport, le valider et en sortir un plan d'action pour la période 2022-2024. Comment mobiliser les autorités administratives, les notabilités, les leaders communautaires et les groupes d'autodéfense à s'impliquer davantage dans la préservation de la sécurité et de la paix dans la région de Ségou? C'est l'objectif d'un atelier préparatoire des rencontres communautaires dans les cercles de Nyono, Massina et Ségou. Foussini Samake. Cette rencontre se veut un cadre d'échange entre autorités et communautés autour de la sécurité, la paix et la cohésion sociale, ce qui permettra d'amener les leaders communautaires, les notabilités et les groupes d'autodéfense à s'impliquer pour la préservation de la sécurité et la paix naissante dans les cercles de Nyono, Massina et Ségou. Il est important de rétablir la confiance entre les différentes communautés. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à nous engager auprès du gouvernement pour la réalisation de cette activité qui permettra d'identifier et d'analyser également les causes profondes de la déchirure du tissu social, de réfléchir sur des mesures d'apaisement du climat social et de sensibiliser les acteurs locaux sur leur rôle et leur responsabilité dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale. Cette initiative du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en partenariat avec le programme Jeunesse et Stabilisation, le Centre pour le dialogue humanitaire et GIZ, s'inscrit dans le cadre de l'apaisement du climat social et l'amélioration de la cohésion sociale. En effet, une paix durable ne peut s'instaurer que si des liens sont de nouveau tissés entre l'État et les communautés et entre les communautés elles-mêmes. Si un sentiment, n'est-ce pas, un sentiment commun d'appartenance à la nation ne se construit. Je voudrais vous inviter à vous impliquer davantage dans toutes les initiatives visant à la stabilisation de nos régions. Pour ce faire, des rencontres seront organisées dans les cercles de Nyono, Massina et Ségou pour promouvoir le vivre ensemble et éviter l'amalgame dans ces localités. Les travaux de l'atelier de validation des 6 programmes du secteur eau et assainissement ont démarré aujourd'hui ici à Bamako. Déjà, les partenaires techniques et financiers du secteur ont réitéré leur soutien au gouvernement pour la réalisation de ces programmes qui nécessitent 300 milliards de francs CFA d'ici à l'horizon 2030. Boubacar Sissoko. Les experts du secteur de l'eau et de l'assainissement sont réunis pour valider les 6 programmes en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les 10 programmes s'étendent à l'horizon 2030 et sont estimés à 3 000 milliards de francs CFA. Le Mali ne sera pas seul dans la réalisation de cette œuvre gigantesque. Il sera accompagné par des partenaires techniques et financiers. Je peux vous dire que dans cette bataille, le développement du Mali, l'amélioration du bien-être des Maliens, vous trouvez toujours des partenaires chez les différents bailleurs européens ici dans ce pays et toutes les autres organisations qui sont impliquées dans le groupe eau et assainissement. L'organisation du secteur est prise au sérieux par le gouvernement, d'où ce plaidoyer. Je voudrais aussi sensibiliser, vraiment faire ce plaidoyer à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers, notamment à l'endroit des bailleurs, pour dire que les besoins en eau, en tout cas dans les sous-secteurs de l'eau, restent encore particulièrement importants. Ensemble, faisons de la gouvernance efficiente du secteur eau et assainissement un outil privilégié de développement économique et social durable pour le bien-être de nos populations. La mise en œuvre de la politique nationale de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est impérative pour le gouvernement. C'est pourquoi beaucoup d'espoir est placé à cet atelier de validation pour l'atteinte des ODD. Il me plaît de rappeler la volonté du gouvernement de la transition, de la prise en compte particulière des besoins des populations les plus pauvres et les plus vulnérables au Mali,
Le taux national d'accès aux services élémentaires d'eau potable est aujourd'hui estimé à environ 70,9% en 2021, pour 81% en milieu urbain et 66,8% en milieu rural, tandis que celui de l'assainissement est de l'ordre de 39% au plan national. Lors des travaux, il sera procédé à l'examen et à la validation des rapports des 6 programmes concernés qui participeront à l'amélioration des conditions de vie de nos populations d'ici à l'horizon 2030. Ouverture ce mardi des travaux de la 9e session du Conseil de surveillance du projet de développement et de validation de la production laitière au Mali. À travers cette session, les membres du Conseil réfléchissent sur comment promouvoir la production et la commercialisation du lait local au Mali. Le point de la session avec Koumba Sissé. Le projet de développement et de valorisation de la production laitière, comme son nom l'indique, a pour mission de promouvoir le lait local. Les membres du conseil de surveillance du Prodevalais se retrouvent pour réfléchir sur comment améliorer la production du lait afin de réduire l'utilisation du lait en poudre. La 9e session se tient dans un contexte socio-économique et sécuritaire particulièrement difficile pour les acteurs de la filière lait. Cette situation dénote encore l'extrême vulnérabilité de nos systèmes de production et le besoin d'adopter de meilleures pratiques de production pour rentabiliser les exploitations. La survie de nos élevages passe par notre capacité à produire par nous-mêmes du forage dont les animaux ont besoin. En 2021, les acteurs du projet ont pu collecter plus de 10 100 tonnes de lait dans 126 centres et points de collecte aménagés et ont procédé à des formations. Malgré ces bons résultats, des difficultés ont été constatées dans les zones d'intervention du projet. Le projet intervient très généralement dans les zones du centre et du nord. Cette année, nous avons fait l'ouverture des centres de collecte de Djéné, Sokura, Tchenenkou, Yuwaru, dans la région de Mopti et Djiré Tonka dans la région de Tombouctou. Difficultés de financement extérieur, nous sommes surtout accompagnés par l'État sous le budget spécial d'investissement. Chaque année, le Mali importe plus de 20 milliards de francs CFA de lait en poudre, alors que nous avons un grand centre d'insémination artificielle ici. Le Prodevalais est soutenu par la coopération suisse et cette année, son budget se chiffre à plus de 325 millions de francs CFA, soit une augmentation de 2,2%. L'employabilité des détenteurs du diplôme de la licence au Mali, le sujet est au centre d'une rencontre de 3 jours. Elle est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Batraoré. Le système licence master doctorat ou LMD, instauré au Mali depuis 2008, tarde à atteindre ses objectifs en termes d'accessibilité à l'emploi pour les étudiants promis au grade de licence. Les résultats sont mitigés autant pour le secteur public que privé. En 2020, selon le rapport national sur l'emploi auprès de ménages produit par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, le taux combiné du sous-emploi et du chômage de la population active ayant le niveau d'instruction supérieure était estimé à 32,1%, contre une moyenne nationale de 14,3%. À la même année, selon une étude réalisée également toujours par l'ONEF, 30% des diplômés en licence de la promotion 2015-2018 ont passé en moyenne les 21 premiers mois de leur vie active en chômage. Ces statistiques attestent les difficultés auxquelles les diplômés, surtout les détenteurs du diplôme de licence, sont confrontés pour trouver un emploi sur le marché du travail. C'est justement pour répondre à cette préoccupation majeure que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les partenaires de l'école à la réflexion. Il s'agit pour nous de faire un état des lieux de la question de l'employabilité des diplômés de la licence et de mettre en commun nos compréhensions de la question afin de proposer des passerelles entre le diplôme du grade de la licence et tous les secteurs de recrutement de notre pays. Chacun de ces ministères associés à ces séminaires travaille pour sa part pour prendre en charge l'insertion des diplômés des institutions d'enseignement
supérieur du Mali. Durant 3 jours, les experts vont plancher sur plusieurs thèmes, notamment le système LMD et l'accès aux services publics, la licence et les secteurs productifs. Nous restons dans le domaine de l'éducation. 6e voyage d'études prix Lamine Tchekoura Koulibaly de l'ERTM, une tribune qui favorise le choix à l'orientation professionnelle des adolescents. Du 8 au 10 avril dernier, une 50aine d'élèves de la 9e année et leurs encadreurs ont visité des entreprises, des structures de formation et séjourné à Dumba, un village de la région de Koulikoro. Moïse Traoré. Pour aider les élèves en classe de 9e année à une meilleure orientation, plusieurs entreprises sont au programme du 6e voyage d'études du prix Lamine Tchekoura Koulibaly de l'ORTM. Faire pousser dans l'entrepreneuriat. Le Mali a besoin réellement de cela. En école, nous ne pourrons pas tout enseigner à ces enfants-là. Au cours du voyage, élèves et enseignants apprennent que le jardin potager de Kati en 1886 est devenu l'Institut de Polytechnique rurale de Katibougou dans la région de Koulikoro. Les voyageurs y sillonnent les laboratoires et les parcelles d'expérimentation. Entre 1968 et 2012, l'Institut a formé 12 141 diplômés de 18 pays, dont les îles Comores et le Rwanda. C'est des formations, toutes les formations qui se font à l'IPR. Si vous n'êtes pas paresseux, vous pouvez être des entrepreneurs. Donc, sans compter effectivement sur l'État. En recevant le voyage d'études, le représentant du gouverneur a focalisé sa communication sur la nécessité d'un ancrage culturel pour parvenir à une refondation. Le président d'honneur de l'événement a abondé dans le même sens. Et cette refondation tant souhaitée par les autorités aujourd'hui doit être un créneau pour tout citoyen. C'est pourquoi cette génération montante que vous êtes et les enseignants qui sont là, les facilitateurs, nous sommes tous interpellés face à l'histoire. Dumba tire son nom originel d'une mare. Le village est à une vingtaine de kilomètres après Koulikoro sur l'axe menant à Banamba. Depuis juin 2018, le chef de village est Neresama Diara. Ici, on a pour totem l'iguane, Kanan en Bamara. Les conseillers apprennent également aux petits visiteurs qu'ils conservent au moins un bois sacré. De la morale, on tire inspiration. À l'école du caméléon, les caméléons nous parlent d'être patient, d'être bon et d'être vivable, d'être humain. J'ai appris que les enfants et les citoyens et tous les Maliens doivent travailler pour le Mali et connaître son pays. Autant à Koulikoro, Tienfala que Dumba, la délégation a fait don de médicaments, de kits scolaires et de supports promotionnels touristiques. Notre dossier du jour s'intéresse à une question de santé publique. Il s'agit de la consommation des boissons colorantes, surtout en ce mois de Ramadan. D'où proviennent-elles? Sont-elles certifiées? La réponse dans ce dossier signé Aliou Abdoulaye Touré. Au grand marché de Bamako, pas besoin de se poser mille et une questions. Les boissons colorantes, on en trouve en vente un peu partout et à vil prix. Dans les sachets, on les appelle boissons Mouni. Depuis 5 ans, Ousmane Silla en a fait son activité principale. Boissons Mouni, c'est quoi? Parce que ça, on est sur le water là. Sur le man avec les maires, boissons Mouni là, c'est encore ça. Je peux pas ça sur le tali, tu vois quoi? Qu'elles soient en sachet ou en liquide, ces boissons colorantes proviennent d'un peu partout des 4 coins du monde. Indonésie fana bala mais a chama bo Turquie boso mun ya qualité kacha parce que si ça boso mun be marché mal la ko so ça be betita to glanga na bon qualité mun bala tandur taw bala tananta bala bisabandur taw bala o boso mun ambe sango so be tananta di. Bourama Chiro est un grand consommateur de ces boissons aux multiples couleurs et aux multiples saveurs. Bon na boisson mun sanela quoi. Ni boisson na lafia. Consciente des effets sur la gorge, Fatou Touré en consomme avec modération.
n'i y'a cɛ ka kɛ fɛn kɔni na c'est forcé a bɛ mɔgɔ kan fiyɛ mais n'i m'a cɛya n'i y'a kɛ fitinin a kɛra mani a bɛ bɛn a tɛ kan fiyɛ tɛ bɔ a la quoi. Ces boissons colorantes ne sont pas du tout les bienvenus chez Koulidia Konaté. Ayi ne tɛ boisson muguni dilan ka kɛ suntigɛ ye donc n y'a dilan siɲɛ kelen n ka mɔgɔw ma se ka a min a man di quoi a man di komi jinibere dɔw bɛ a bɛ mɔgɔ kan fiyɛ. Selon le nutritionniste, la consommation régulière et excessive de ces boissons colorantes peut se révéler nuisible pour la santé. Ces boissons, comme vous les appelez, les boissons colorées, ce qui donne la couleur à ces boissons, on les appelle les additifs. Et ces additifs sont des substances qui n'ont aucune valeur nutritionnelle. On les utilise dans les denrées alimentaires afin de produire un effet technologique. Ce qu'il faut noter, c'est que ces boissons contiennent beaucoup de sucre. Et c'est là où il y a le piège, parce que c'est vrai qu'à la rupture du jeûne, il est conseillé de faire le stock de sucre, mais de privilégier toujours le sucre naturel contenu dans des fruits comme la date, on l'a déjà dit. Mais les sucres industriels ne sont pas beaucoup conseillés. Ce n'est pas tout. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. On a des conséquences à moyen et à long terme parce que certaines études scientifiques mettent en cause certains additifs comme des produits cancérigènes. Donc à long terme, ça peut même provoquer des maladies cancérigènes. Et au-delà de ça, il y a les effets immédiats. Certains vont dire ma gorge me gratte. Certains peuvent même développer des allergies liées à ces additifs. En somme, la consommation régulière de ces boissons colorantes fait plus de mal que de bien à la santé. Leur grande consommation est surtout due à leur prix bas. Alors, il faut savoir choisir ces boissons car le ventre n'est pas à la vie. Faisons donc attention. À présent, ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 21 avril 2022. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Question d'actualité sur la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement 2021-2022. 2. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h30 dans la salle Djelibaba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Aïssata Alassane Sissé, dite Château, membre du CNT au chevet des populations de Bourem. Elle respecte ainsi une tradition en apportant plus de 50 tonnes de vivres et une quinzaine de lampadaires solaires. La valeur, bien sûr, de ce geste est estimée à plus de 11 millions de francs CFA. Envoyé spécial, Sambaré Aïdra Alassane Amadou. La native de Bourem, Aïssata Alassane Sissé, dite Château, n'a pas voulu déroger à la tradition, celle de porter secours aux populations du cercle de Bourem chaque mois de Ramadan. Elle apporte son soutien cette année dans un contexte marqué par les aléas climatiques et les effets néfastes des sanctions injustes de la CEDEAO. Environ 50 tonnes de vivres et plusieurs enveloppes ont été distribuées aux bénéficiaires. C'est un geste de solidarité que j'ai l'habitude de faire. Cette année, j'ai mis beaucoup plus de vivres que d'habitude. Le plus important, ce n'est pas les vivres que je viens de remettre. Le plus important, c'est la prière que j'ai demandée pour le Mali, pour les autorités de la transition, pour qu'ils puissent réussir la transition. Si je dois faire un acte de solidarité dans ma localité, je crois que c'est tout à fait juste que je commence d'abord par les femmes qui sont là pour notre sécurité, parce que sans sécurité, rien n'est possible. Cette année, c'est une année très difficile. Moi, j'avais à peu près 66 ans, mais je n'ai jamais presque vu une année pareille comme ça. Nous sommes très contents de ce qu'elle a fait aujourd'hui, qui va au moins se soulager les populations pendant quelques jours. Outre la remise des lampadaires solaires, toutes les couches vulnérables, les forces de défense et de sécurité, en passant par les autorités locales, ont bénéficié de cet élan de solidarité. Au nom de toute la hiérarchie militaire
toutes les autorités militaires, nous sommes très contents et fiers d'accueillir ces vivres, ces panneaux solaires et ce tourien. Pour l'exécutif local, la solidarité est une valeur cardinale dont chaque citoyen doit faire sienne pour la construction d'un Mali nouveau. Nous souhaitons que ce cri de cœur soit entendu et que réellement son exemple soit suivi également par d'autres. En marge de la rupture collective des jeunes, une grande prière pour la réussite de la transition, la paix à Bourem et au Mali a mis fin à cette visite de Mme Aïdara Alassane Cissé, dite Château, dans le cercle de Bourem. Séance de prière également à la grande mosquée de Bamako. C'était hier lundi sur l'initiative de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, UJUMA. Objectif, consolider la paix et la stabilité dans notre pays. Souleymane Sidibé. C'est une tradition que l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali vient de respecter. Il s'agit d'une prière collective pour le Mali, organisée chaque année au 17e jour du Ramadan, soit la commémoration de la victoire des musulmans sur les mécréants dans la bataille de Badrou. Badr, c'est une journée inoubliable pour la religion musulmane, parce que les musulmans étaient 313 fidèles contre 3000 et quelques qui ne sont pas musulmans. Donc, ils se sont venus pour empêcher ou encore pour bannir la religion musulmane sur la terre. Donc Dieu a voulu que les musulmans soient... Donc c'est la première victoire, c'est-à-dire la religion musulmane sur terre. C'est ce qui a fait même que la religion musulmane a rehaussé. Une initiative saluée par les autorités du pays. Au nom des plus hautes autorités du Mali, le colonel Assimi Goïta et le Premier ministre, je me réjouis aujourd'hui de me retrouver dans cette cérémonie de commémoration du 17e jour qui correspond à la bataille de Badr en islam, qui est la bataille de victoire pour l'islam. Donc cette année, c'est la 17e anniversaire que l'UJUMA, Union nationale des jeunes musulmans du Mali, à sa tête, M. Mohamed Makiba, organise chaque Ramadan ces jours-ci. Donc c'est pour magnifier sa contribution dans la prière pour l'État du Mali et magnifier encore vraiment sa contribution dans le patriotisme malien. Nous remercions le Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce jour. Nous le prions également afin que la paix et la stabilité reviennent partout au Mali. Nous saluons Mohamed Makiba pour cette belle initiative. Enfin, nous demandons à tous les Maliens, en cette période de Ramadan, de prier pour notre pays. Cette édition 2022, les fidèles musulmans sont venus d'un peu partout pour prier afin que la paix et la stabilité règnent dans notre pays. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 9 nouveaux cas positifs sur 516 tests réalisés, 3 patients guéris et 1 décès. À ce jour, 98 patients sont sous traitement. L'événement sportif du jour, c'est le tirage au sort des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali a hérité du groupe G aux côtés de la Gambie, du Congo et du Soudan du Sud. Sirakatou Sissé. Avec la Gambie, le Congo et le Soudan du Sud, le Mali retrouve 3 vieilles connaissances dans le groupe G. Les Aigles partent favoris. Avec les Scorpions de la Gambie, le dernier face-à-face remonte à la CAN 2021 au Cameroun. Le nul d'un but partout avait sanctionné la dite rencontre. Les Diables Rouges du Congo et les Aigles du Mali étaient dans le même groupe de qualification des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Les choses s'étaient mal passées pour les deux formations. Aller 1-0 pour le Congo à Brazzaville, retour 2-0 pour le Mali à Bamako. Au final, les deux équipes sont éliminées. Le Mali et le Soudan du Sud figuraient dans le même groupe de qualification des éliminatoires de la CAN 2019. À Bamako comme à Juba, les Aigles dictaient leur loi au Sud-Soudanais 3-0. Les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 débutent en juin. En attendant, le public sportif attend toujours le nom du sélectionneur après le limogeage de Mohamed Maguessouba. Les 2 premiers des 12 groupes, excepté celui de la Côte d'Ivoire, sont qualifiés pour la phase finale du 23 juin au 23 juillet 2023. Encore bonne chance aux Aigles du Mali. La fâche cachée de l'Afrique, pourquoi
Et comment, c'est la nouvelle publication de Daouda Tekete. C'est un livre riche d'informations sur l'Afrique ancestrale. Il montre à quel point l'Afrique a pu façonner la civilisation telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui dans le monde dans bien de ses aspects. Ce livre traite de sujets divers allant de la connaissance de l'homme à certaines de ses œuvres, notamment le calendrier, l'écriture ou les mathématiques. Il montre le caractère hautement scientifique de la spiritualité ancestrale africaine. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.